Le 5 mai 2010, ils me téléphonent. Ils me disent si je peux passer par leur bureau à Buenos Aires. Je prends l'ascenseur, je sonne à leur porte et au moment de sonner à la porte, je sens une petite décharge très particulière. Et j'efface immédiatement de ma tête, non, c'est pas possible. Et il a un dossier sous le bras, on s'assied, il ouvre le dossier et il me dit, on a retrouvé Yves. Yves, le frère que j'ai eu, le 24 mars sur toutes les plateformes. Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors pourquoi le 24 mars ? Puisque c'était les 50 ans cette année en Argentine, la commémoration du coup d'État du général Videla. Donc cette année, il y a eu énormément de commémorations de la société civile pour commémorer. Ils n'ont pas évidemment fêté ça, mais commémorer donc le coup d'État du général Videla et d'une junte militaire. Un coup d'État qui a démarré donc le 24 mars 1976 jusqu'en 1983. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire un sujet sur la disparition d'un Français. Il faut savoir qu'il y a eu 24 Français disparus pendant la dictature militaire en Argentine et pas mal d'Européens. Je pense qu'il y a eu des Belges et également, en tout cas, beaucoup d'Européens qui sont disparus pendant cette période. Alors, très rapidement, moi, je me présente. Je viens de Nantes. Je suis journaliste professionnel, donc je viens de Bretagne. Et on m'a servi vraiment sur un plateau cette histoire qui est tout à fait incroyable, l'histoire donc d'un jeune Français qui s'appelle Yves Domergue. Et la voix que vous avez entendue dans cette bande-annonce, c'est celle de Eric, son frère. Donc le podcast, en fait, c'est l'histoire, vraiment, c'est une enquête racontée par un frère qui, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de distance aussi, il rentre pas du tout dans le pathos, Eric, raconte la disparition de son frère en 1976. Donc pendant le début de la dictature militaire en Argentine. Il faut savoir que entre le 24 mars et le mois de septembre, les militaires se sont déchaînés véritablement sur la population argentine. Il faut savoir qu'il y a eu 30 000 disparus, c'est-à-dire 30 000 morts, que toutes les familles argentines ont été touchées, ou en tout cas peu ou prou, touchées par cette dictature d'extrême droite, donc des militaires, bien aidés par l'Église aussi. Il faut savoir que le rôle aussi de l'Église argentine. Et puis, comme toujours, les Français sont jamais loin quand il y a des mauvais coups, puisque les tortionnaires argentins ont été formés par les militaires français d'Algérie. Donc voilà, petite aparté. Donc moi, on m'a offert vraiment sur un plateau ce sujet. Je vais très très rapidement vous expliquer le contexte. J'ai un ami à Nantes qui avait monté un dispositif qui s'appelle Innovart. C'est une collaboration avec l'université de Rosario, donc l'école de design de Nantes et Rosario. Et il a travaillé notamment sur les féminicides et les disparus. Il voulait faire travailler ses étudiants un peu sur le design mémoriel. Comment on aménage un espace de mémoire. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup en Argentine, d'anciens commissariats, des bois, des bosquets, des parcs, etc. pour honorer la mémoire des disparus. C'est vraiment très très vivace, la mémoire des disparus en Argentine. Et quand il revient d'Argentine, il a fait beaucoup de séjours là-bas, il a participé à des colloques. On mange ensemble, un midi, il me dit « Oh, j'ai rencontré un Français incroyable, il s'appelle Eric Domergue, il m'a raconté l'histoire de son frère, il me raconte. » Et je lui dis « Il faut faire un podcast, il faut absolument qu'on fasse un sujet là-dessus. » Donc toute la préparation, je l'ai faite avec lui, donc il s'appelle Laurent Nessensas. Donc je tiens à lui rendre hommage parce que c'est vraiment un travail collectif. Et puis on a préparé, on a fait des visios avec Eric Domergue, qui habite toujours en Argentine, qui est vraiment le héros de ce documentaire. Et puis, voilà, Eric a accepté de me parler. Donc, je suis parti en Argentine au mois d'octobre avec Laurent, qui s'est vraiment improvisé un peu le fixeur de ce documentaire. Et puis, j'ai rencontré, grâce à Eric et à Laurent, plein d'autres Argentins. J'ai eu notamment l'occasion de rentrer dans le centre médico-légal, d'anthropologie médico-légale qui travaille sur les restes des disparus. Donc, c'est vraiment, ils m'ont ouvert les portes pour pouvoir faire un documentaire très, très complet. Donc, en fait, ce documentaire, c'est la petite histoire, entre guillemets, de Yves Domergue, racontée par son frère, mais c'est la petite histoire dans la grande, ce qui permet aussi de parler de l'aspect politique, de l'aspect historique, de l'aspect scientifique, et puis de l'aspect mémoriel.
Donc c'est un récit vraiment très très poignant, très touchant. Éric Domergue, que je salue, qui est de l'autre côté évidemment de l'Atlantique, toujours en Argentine, il est en pensée avec nous, puisque je lui ai dit que je venais ici présenter. Donc voilà, il est très très content que cette histoire se diffuse. À chaque fois, il me dit, moi cette histoire ne m'appartient plus, mais il faut la diffuser au plus grand nombre pour que la mémoire subsiste. C'est quelqu'un qui est très engagé politiquement, ainsi que toute la société civile argentine qui résiste, puisque vous le savez peut-être, ils ont un président qui est un peu particulier actuellement. Donc c'est très très difficile pour les Argentins de continuer à faire vivre cette mémoire, puisque le président Milei est plutôt un président d'extrême droite, fan de Donald Trump, et qui est plutôt en train de mettre tout sous le tapis et même de réhabiliter les tortionnaires. Donc c'est très compliqué pour la société argentine qui veut faire ce travail de mémoire. Donc je trouve qu'il y avait vraiment une urgence, entre guillemets, de faire ce sujet. Donc voilà. J'en dis pas plus parce que tout le contexte politique, etc., vous allez le retrouver un peu dans ce premier épisode. Donc voilà, vous allez plonger tout de suite là-dedans. Il y a 4 épisodes. Et cette histoire est un symbole en Argentine. Il faut savoir que c'est un ressortissant français, mais c'est une histoire qui a eu un écho très important en Argentine. L'histoire de Yves Domergue est très très connue en Argentine. Et il y a des photos de lui... quand vous allez dans les musées, etc., la photo qui sert donc de cover pour le podcast, c'est la photo donc de Yves Domergue qui a été prise par son frère juste avant sa disparition, et c'est une photo qui est utilisée en Argentine énormément, donc qui est connue. Cette histoire est très très connue. D'ailleurs, Cristina Kirchner, qui a été présidente de l'Argentine, à un moment donné, il y a eu des commémorations, des hommages, etc., et elle a rendu hommage à Yves Domergue. Donc voilà, c'est pas une histoire qui est méconnue en Argentine, mais qui est méconnu en tout cas en Europe, pour le coup. Voilà. Donc on va écouter, je crois, le premier épisode, puis après, questions-réponses, vous pourrez évidemment me dire tout ce que vous avez ressenti ou pas, aimé ou pas, parce que nous, on aime bien avoir des retours aussi, et sur les choix qu'on a pu faire de réalisation. Donc voilà, c'est parti. Actuellement, on est devant chez moi, la seconde maison qu'on a eue à Buenos Aires, entre 1969 et 1974. Ici, à gauche de la porte d'entrée, c'était le salon salle à manger. Actuellement, il y a une piscine pour bébés, c'est un centre de matro-natation. À droite, le garage. Et au premier étage, à gauche, c'était la chambre de mes parents. Et à droite, celle de certains de mes frères. Et derrière, comme on était très nombreux, il y avait une autre chambre de mes frères, il y avait la chambre de ma sœur. Et au deuxième étage, sur la terrasse, tout au bout, on ne le voit pas de la rue, c'était la chambre que nous partagions avec Yves. Buenos Aires, octobre 2025. Je suis dans le quartier Cossu de Belgrano, devant une maison blanche coincée entre des immeubles résidentiels, celle où habitait dans les années 70 la famille Domergue. Et derrière, il y avait un jardin, oui, un bout de jardin avec des plantes. Des Français arrivés en Argentine en 1959. C'est la dernière maison que nous avons habitée tous ensemble. Quand mes parents et mes frères sont partis en octobre 1974, on est partis de cette maison-là. Et bon, c'est là où j'ai vécu avec Yves pour la dernière fois, au deuxième étage, tous les deux seuls dans notre chambre, dans notre refuge. Éric nous raconte l'histoire de son frère aîné, Yves, lié à une des périodes les plus sombres du pays, la dictature du général Videla de 1976. Pour les 50 ans du coup d'État, voici un récit contre l'oubli, un hommage à celles et ceux qui œuvrent sans relâche depuis le début pour la mémoire des disparus. C'est une histoire singulière, unique, la quête d'une famille persévérante et qui devient, avec son dénouement, un symbole en Argentine. C'est aussi l'histoire de 23 autres Français et même de 30 000 personnes disparues pendant cette période. Les desaparecidos. Yves, le frère que j'ai eu. Premier épisode. C'était mon exemple, Yves. En effet, j'ai toujours dit que si Yves n'avait pas pris cet engagement ou n'était pas resté en Argentine, ma vie aurait été aussi tout à fait différente. Non,
je serais rentré avec la famille, on serait tous rentrés avec la famille en France, et on serait en France avec un Éric Dormer 100% différent. Vraiment. Oui, c'était mon exemple. Imagine qu'on partageait tout, non? Parce que comme on était les deux aînés et après il y avait la seule fille, donc on avait toujours la chambre pour nous deux, on allait au foot ensemble, on faisait les camps scouts ensemble, on avait même des copains ensemble, etc., etc. Donc on partageait énormément. Il avait 1 an et demi de plus que moi, donc c'était vraiment mon exemple. Et quand il a pris cet engagement politique, il m'en parlait, et bon, je me suis formé, je comprenais pas très bien, non, j'étais assez nul, et bon, mais je me suis formé à son exemple, quoi, à tel point qu'après, ses anciens camarades me disent, lui, à 22 ans, c'était vraiment un dirigeant révolutionnaire, hein. Il était très jeune, mais bon, moi, à 20 ans, j'étais un ignore, mais j'ai quand même beaucoup appris avec lui et j'ai suivi son exemple. C'est pour ça que quand je suis rentré en France en 1975, dès le premier jour, j'ai préparé mon retour en Argentine pour être avec lui. Il n'y a que Yves qui est resté définitivement en Argentine. Lui, il a dit non, je ne rentre pas en France. Avec ma sœur Brigitte, nous sommes restés quand même quelques mois de plus pour passer notre bac. Mais après, en 75, au début 75, on est retourné en France aussi. Et moi, bon, j'ai passé 1 an à Paris pour préparer mon retour en Argentine. Et j'ai débarqué de nouveau en Argentine en mars 1976, quelques jours avant le coup d'État militaire. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Je me rappelle que mon père sont allés à l'école pour retourner à la maison. Je me rappelle parce que la radio de ce moment-là, de la voiture, répète que les forces militaires viennent à occuper le gouvernement de l'Argentine. Ça, je me rappelle très très bien. J'ai 12 ans. Yves a été bachelier en décembre 71 et donc en 72 il est entré à la fac. C'était à l'époque en Argentine un moment d'effervescence politique. Tous les jeunes étaient impliqués, il y avait vraiment une militance massive à tout niveau, syndicale, les étudiants, la politique, etc. Et bon, il a commencé à militer avec la gauche à l'université, au centre d'étudiants, qui était d'ailleurs même clandestin, le Parti révolutionnaire des travailleurs. Donc son engagement avec son pays d'adoption, son engagement avec la situation argentine a fait que en 1974, il avait 20 ans, ils disent simplement non, moi, mon lieu, mon engagement, c'est avec l'Argentine et je reste en Argentine. Et mes parents n'ont pas aimé ça du tout, bien sûr, mais bon, il était majeur, il avait 20 ans, donc ils n'ont rien pu faire. Ça s'est plutôt bien passé, quoi. C'était des débats à la maison, mais très, très civilisés, quoi. Mon frère Yves discutait très souvent, surtout avec mon père, mais dans des termes très corrects, tous les deux, non, ils n'étaient pas d'accord. Mes parents ont toujours été très conservateurs. Donc, bon, avoir un fils tellement à gauche, c'était pas leur plus grand plaisir, quoi. Mais bon, ils ont accepté ça, ils n'ont rien pu faire. Et voilà, et Yves, il est resté. Son idée était, tous les certains temps, d'aller en France pour voir la famille, etc. Il n'a pas coupé tous les ponts. Je vais faire le tour un peu de tout ce qui peut vous intéresser, en essayant de ne pas trop répéter ce que je dis dans les lettres. Bien, enfin, en dehors du lycée, ce que je fais en général, enfin, je vois des Français, tu peux être, spécialement toi, maman, tu peux être contente sur cet aspect-là. Oui, à partir du départ de mes parents et de ma famille en 1974, on s'envoyait des cassettes. C'est-à-dire quand
Moi, j'étais avec Yves ici, on enregistrait entre les deux des cassettes, en racontant notre vie, en racontant des souvenirs, en posant des questions à mes parents, à mes frères, etc. Et on l'envoyait en France. Quand Yves était seul en 1975, donc lui, il enregistrait ses cassettes tout seul, non, et il les envoyait comme ça. C'était un contact beaucoup plus proche qu'on avait pu construire en famille. La police à la faculté devient de plus en plus brutale, vraiment de plus en plus sauvage. Tout d'un coup, dans la faculté, il y a eu des hurlements qui ont eu lieu, enfin en plein cours. Donc tous les élèves, tous les étudiants sont sortis. Les hurlements d'une personne, c'était pas une foule. Donc une fois passé tout ça, toute la police en civil est rentrée, une quinzaine de flics en civil sont rentrés et ont commencé à faire rentrer tous les élèves chacun dans leur classe. Et comme les élèves qui étaient indignés, étant donné que les cris montraient qu'il avait été brutalisé, qu'on avait dû lui casser la gueule directement. Alors, tout le monde était impressionné, indigné, et puis ils refusaient de rentrer dans leur classe. Alors les flics sont devenus hystériques, et ils ont commencé à... D'abord, il y en a un qui avait une mitrailleuse, qui a commencé à viser tous les étudiants en les menaçant d'un ton vraiment menaçant. Ce qui a été assez impressionnant. Et ensuite, ils sont devenus de plus en plus hystériques. Ils ont commencé à prendre des étudiants au hasard et leur ont cassé la gueule, mais devant tout le monde. Ils les ont jetés par terre, leur ont donné des coups de pied, ils leur ont sauté dessus. Il y en a qui sont partis en saignant même. Vraiment un spectacle horrible. Pas de WhatsApp à l'époque, mais les bonnes vieilles cassettes conservées par la famille depuis des années, et la voix de Yves Domergue, qui nous plonge dans la terreur qui s'installe petit à petit. Entre 1974 et 1976, toute la famille Domergue est en France, sauf lui. Son frère, Éric, de son côté, ne pense qu'à une chose, retourner en Argentine. Et malgré le climat de violence qui annonce le prochain coup d'État, il prépare en douce son voyage. Il a mis en place un stratagème même pour ne pas éveiller les soupçons de ses parents. Il n'y avait plus de place dans l'appartement qu'ils avaient loué à Épinay pour tout le monde. Donc mon père a loué une succursale, un petit appartement à 200 mètres de là, où Brigitte et moi, et même le quatrième, le numéro 4, si tu veux, Jean-Luc, nous sommes installés. Non ? Donc Yves nous écrivait à rue Maurice Ravel, où nous habitions nous, non ? Et dans la même enveloppe, il y avait 2 lettres. Une lettre... en général, oui, pour que tout va bien, je sais pas quoi, etc. J'étudie, je travaille, je fais ci, je fais ça, il fait beau, il fait pas beau, etc. Et l'autre avec toutes les consignes pour préparer mon retour en Argentine. Comme ça, moi, je montrais la lettre générale à mes parents, à mes frères, regardez, Yves nous a écrit, etc. Et l'autre, je la gardais pour moi. On faisait ainsi, et comme ça on a préparé pendant le retour. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise de nettoyage industriel où mon père était directeur. Et là, à ce moment-là, il savait déjà que j'allais rentrer en Argentine. Et il était sympa, quoi, parce qu'il m'a pas mis de bâton dans les roues, quoi, parce qu'il aurait pu très bien me dire non, bon écoute, va travailler ailleurs, ou je sais pas quoi. Hein, mais non, il m'a fait travailler dans son entreprise. Et bon, comme ça, j'ai réuni assez d'argent pour payer mon billet de bateau. Et j'ai pris le bateau vers l'Argentine, début mars. Mon frère m'a dit dans la dernière lettre, écoute, quand tu arriveras en Argentine, 15 jours plus tard, on ne sait pas si le gouvernement péroniste tiendra le coup encore ou s'il y aura déjà un coup d'État, parce que c'est un coup d'État très annoncé. Le coup d'État a eu lieu le 24 mars 1976. Et dès les premiers mois, une politique de répression d'une brutalité inouïe va s'abattre sur les Argentins. Des centaines de travailleurs, de syndicalistes, d'étudiants et de militants politiques ont été enlevés à leur domicile, sur leur lieu de travail ou même dans la rue. Des lieux de détention et de torture sont créés un peu partout dans le pays. Mes parents étaient inquiets, ils étaient très inquiets, mais personne n'a jamais imaginé ce que serait la dictature de 1976. Sandra, Véronica, Miguel et Ana Maria ont vécu cette période. Personne. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Un jour, je sors de chez moi, habillée comme ça, avec un long t-shirt qui faisait un peu mini-jupe. C'était plein été, il faisait chaud. Juro por Dios
nuestro Señor y estos santos evangelios. J'avais mes cheveux comme ça bouclés en l'air et tout. Et j'avais gagné un peu de sous à mon boulot. Je voulais m'acheter une bague que j'avais vue pas loin de chez moi. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Je sors de chez moi, je commence à parcourir les rues et il y avait des policiers qui étaient pas loin. Moi j'arrive, écoutez bien, je me suis fait arrêter par les policiers qui étaient là, qui m'a dit documents. Alors j'ai dit j'ai pas mes documents. Il m'a dit comment ça se fait que t'as pas tes documents? Ben voilà, je vais m'acheter une bague, je suis pas sortie avec les documents, voilà. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Et moi, si je t'ai fait disparaître maintenant, alors il appelle un mec comme lui qui était en face de chez lui, et puis là, j'aperçois un Ford Falcon. Donc je me suis vue disparaître, je me suis dit, punaise, ça tourne mal. et le monsieur, il m'a dit, écoute, il m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un taxi et tu vas aller chez toi, là, direct, il m'a dit. Parce que si moi, je t'ai fait disparaître, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors j'ai dit, j'appelle mes parents. T'appelles tes parents si moi je te laisse. Tu comprends bien ça? Alors maintenant tu prends ton taxi et tu te barres d'ici, mais en vitesse. Tous les jours, on avait des camarades qui ne rentraient plus, qui n'étaient plus là. On voyait dans la rue, je me souviens à 12 ans de voir une voiture qui mettait par la force une personne à l'intérieur. Mon oncle, Bernardo Galitelli, il a été pris par les militaires en laissant le temps que mon père, ma mère et mes deux sœurs puissent s'échapper par le toit. Et ils ont vécu en clandestinité en Argentine pendant presque un an, jusqu'à ce que une des organisations frères de l'organisation du PIO en Argentine leur ait donné la possibilité de passer la frontière par El Dorado à Misiones, tout en clandestinité. Et nous écoutons dans la nuit les automobiles qui s'arrêtent, les personnes qui marchent très vite, qui courent, et sur le port, ça on écoute, les cris, mais personne ne sort de sa maison. Oui, ça, j'ai entendu ça. Je m'appelle Ana Maria Cariega. J'ai été kidnappée à l'âge de 16 ans, alors que j'étais enceinte de moins de 3 mois. J'ai été emmenée dans un centre clandestin de détention, de torture et d'extermination, connu sous le nom de Club Atlético, ou CA, Centro Antisubversio. Il s'agissait d'un lieu situé dans le sous-sol d'un bâtiment appartenant à la police fédérale, situé sur l'avenue Paseo Colón, entre Cochabamba et San Juan. J'y suis restée près de 4 mois, dans des conditions de vie inhumaines. Torturée, les yeux bandés, enchaînée, j'ai été soumise à des situations terribles. Et après 4 mois, ils ont fini par me libérer. J'ai été kidnappée le 13 juin et libérée le 30 septembre. Ana Maria, que vous venez d'entendre, c'est la fille d'Esther Balestrino de Cariega, l'une des fondatrices des Mères de la Place de Mai. Ces femmes, avec leurs petits foulards blancs, qui marchaient chaque jeudi pour protester. Elles tournaient autour de la pyramide de Mai parce que la police de la dictature interdisait les rassemblements immobiles et leur ordonnait donc de circuler. Elle fut tuée en décembre 1977 lors d'un vol de la mort. Cette pratique, initiée par les Français en Algérie, utilisée par les militaires argentins, était de jeter les opposants vivants d'un avion dans le Rio de la Plata. Alors, je retourne chez Eric et je marche dans le quartier très vivant de San Telmo.
partout dans la ville, vous avez des plaques devant les maisons sur le trottoir avec le nom des personnes enlevées chez elles. Sur les murs, le chiffre 30 000 écrit en grandes lettres noires, et puis des pochoirs qui représentent le foulard des grands-mères de la place de Mai, soit sur les trottoirs, soit sur les murs. Là aussi, c'est très visible cette période. Éric et Yves sont donc en septembre 1976 tous les deux à Buenos Aires dans ce climat oppressant, et les choses vont se précipiter. Donc j'ai vécu le coup d'État ici en Argentine, et les premiers jours, et les mesures de sécurité qui étaient encore beaucoup plus fortes. Donc je ne savais jamais comment contacter Yves, c'est Yves qui pouvait me contacter. Et bon, on avait des différentes méthodes, quoi. À l'époque, je travaillais dans une boulangerie. J'étais dans l'arrière-boutique, aussi dans la boutique. Et donc, de temps en temps, il venait passer par la boutique, il achetait 2 petits pains parce qu'il n'avait pas de sous. Donc, et au moment où il passait devant moi, devant le comptoir, simplement, il me disait « Demain, à 5 heures. » Non ? Après-demain, à 3 heures. Et on savait déjà où était fixé le rendez-vous. Le rendez-vous était dans une rue qui s'appelle Sucre, qui était près de notre quartier d'enfance, donc un quartier qu'on connaissait bien. Non, et donc lui, il empruntait la rue depuis le haut, moi depuis le bas. Et à un moment donné, on se rejoignait tous les deux, et on prenait le premier coin à droite, et on bavardait comme si de rien n'était. On parlait surtout de la famille, je lui montrais les lettres, parce que c'est moi qui recevais les lettres de ma famille. Donc, et on parlait de tout sauf de politique, ou en tout cas pas de militance. Peut-être de politique générale, mais pas de militance, non. Alors, il ne savait jamais comment le contacter, il ne savait jamais ce qu'il faisait. Comme Yves participait d'un mouvement clandestin, il n'avait pas le droit de me parler de ses activités. Pour 2 raisons. L'une, parce qu'il ne fallait pas que d'autres personnes sachent ce que faisait un autre, mais en plus pour me protéger. Parce que bon, si moi j'avais eu un problème, si j'avais été pris par exemple, je n'aurais pas pu répondre aux questions qu'on m'aurait posées, quoi. Non, c'est une façon de me protéger. D'après ce que j'ai pu reconstruire un petit peu les années suivantes avec des camarades à lui que j'ai pu rencontrer surtout en exil, c'est surtout qu'il a été instructeur prof, si tu veux, dans des écoles politiques du parti, clandestines évidemment, non ? Donc il enseignait le matérialisme historique, l'histoire argentine, l'histoire du marxisme, l'histoire des révolutions, l'économie politique, etc. à d'autres militants, surtout à des jeunes, non ? Parce que le Parti révolutionnaire des travailleurs formait aussi intellectuellement, si tu veux, ses propres militants. Tous les certains temps, Yves me disait simplement, lors de nos rencontres, écoute, ne t'inquiète pas si pendant quelque temps je ne vais pas te voir, je ne te contacte pas, parce que, j'ai quelque chose à faire, simplement. Ça voulait dire qu'il devait partir quelque part, mais comme il ne me donnait aucune piste, je ne pouvais pas savoir où il allait. Et ça arrivait de temps en temps. Et début septembre, c'est arrivé aussi, non ? Simplement, on s'est vu dans cette rue Sucre, et avant de nous quitter, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, pendant un certain temps, quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens pas. Voilà, et le temps passait, septembre, fin septembre, je commençais à m'inquiéter, il n'y avait pas de nouvelles de lui. La consigne qu'il m'avait laissée, évidemment, c'était que si un jour il lui passait quelque chose, si un jour il lui arrivait quelque chose, il fallait que j'aille au consulat de France à Buenos Aires.
Personne ne m'a dit on a vu que ton frère a été enlevé, ou on a vu que ton frère est en prison, ou rien. Le temps passait et il n'y avait pas de nouvelles de lui. Donc j'ai attendu un maximum, beaucoup même, et ce n'est que début novembre que je suis allé au consulat. J'ai d'abord contacté une amie de la famille, une amie de mes parents, qui nous aimait beaucoup, qui nous a vu grandir, on était très proches. Et bon, je l'ai contacté, même clandestinement, je lui ai donné rendez-vous dans une église, c'est-à-dire tout se passait de cette façon-là, même pour cette pauvre dame. Non, je l'ai appelé, je lui ai fixé rendez-vous dans une église, et là je lui ai simplement dit que j'ai plus de nouvelles d'Yves, il faut qu'on aille au consulat. Je ne voulais pas y aller moi-même, parce que je me suis dit, si j'y vais moi, ils vont me dire de partir aussi. Et moi je voulais rester à l'époque. Et donc c'est elle qui s'est occupée, elle m'a contacté quelques jours plus tard, elle m'a dit bon, ils ont prévenu ton père. Moi j'avais d'abord prévenu ma sœur par une lettre qu'un ami lui apportait en main parce qu'il voyageait en France. Donc la nouvelle était déjà arrivée au sein de la famille. Et ce que mon père et le consulat ont accordé, on se sont mis d'accord, c'était que je rentre en France le plus tôt possible, pour pas que je suive le même sort qu'Yves. J'ai mis quelques semaines à me décider, mais j'étais très rapidement orphelin de mon frère. C'était l'Argentine, une énorme prison. Même beaucoup de copains étaient déjà en prison. Ma propre militance est très au minimum parce que les principaux dirigeants de notre parti, du PRT, du Parti révolutionnaire des travailleurs, avaient été tués à la mi-juillet. Donc c'était un peu la catastrophe, quoi. Donc finalement, je me suis dit j'ai plus rien à faire en Argentine, j'ai plus mon frère, j'ai plus ma référence, j'ai plus mon parti. Et je suis rentré en France et c'est l'occasion en France de commencer une campagne pour essayer de sauver la vie de mon frère. Qu'est devenu Yves Domergue ? Comment sa famille va-t-elle se mobiliser ? Quelle fut l'attitude et le rôle du gouvernement français de l'époque ? C'est à suivre dans le 2e épisode. Yves, le frère que j'ai eu. Un documentaire sonore de Vincent Gerle en 4 épisodes. Prise de son, montage, Vincent Gerle. Réalisation, mixage, Vincent Gerle et Capucine Fray. Musique originale, Frédéric Delahogue. Illustration visuelle, Mr. Gwen. Voilà, donc le premier épisode. Merci. Et donc, j'introduis effectivement le 2e épisode. On retourne plutôt en France, où en fait, il y a eu une grosse campagne de mobilisation. Alors, peut-être pour certaines et certains qui sont ici, qui se souviennent, c'était en 1978 le mondial en Argentine et en France. Alors, je ne sais pas si c'était le cas aussi en Belgique. Il y a eu quand même des campagnes de boycott du mondial argentin pour souligner quand même qu'il y avait une dictature militaire et des disparus. Donc, il y a quand même eu un petit moment où on en a beaucoup parlé. Alors, on a beaucoup plus parlé du Chili et de Pinochet. C'est vrai que quand je discute avec des gens qui me disent « Ah, t'as fait un sujet sur l'Argentine, c'est Pinochet ». Je dis « Non, le Pinochet, c'est le Chili et l'Argentine, c'est Videla ». Mais c'est vrai que, je sais pas, il a été plus médiatique, peut-être Pinochet. En tout cas, ça a duré plus longtemps. Et Videla, on a un peu oublié. C'était il y a 50 ans. Mais en tout cas, il y a eu plein de campagnes en France et donc une mobilisation quand même assez importante en France. Je me souviens même que les joueurs de l'équipe de France qui avaient participé au Mondial 78 représentaient un disparu sur leur maillot. Donc, alors, ils ne l'ont pas mis sur le maillot, c'est en dessous, hein, quand même. Il ne faut pas aller... mais il ne fallait pas froisser les militaires. Mais voilà. Si je peux me permettre, dans les écoles belges, en tout cas moi, quand j'étais à l'école, on nous apprenait plus Pinochet, en effet, historiquement, dans les écoles. Voilà, juste un témoignage. Oui, c'est ça. Donc, le Chili a été plus médiatisé. Il y a eu des films aussi, etc. Donc, le 2e épisode, c'est vraiment la mobilisation. Et ce qui est très touchant, c'est qu'on entend beaucoup de documents que j'ai pu récupérer par la famille, c'est-à-dire des extraits d'émissions de télé, à la télé française, à la radio avec le père.
Et là, je voudrais rendre hommage vraiment à Jean Domergue, qui n'est plus là désormais, mais qui s'est battu vraiment pour son fils. Et petit aparté, mais en tout cas, ce que je tiens à souligner, il l'a dit, Éric, il vient d'une famille très conservatrice. Hein, son père était très, très conservateur. Et pourtant, son père, il le dit en souriant, souvent il dit c'était un lecteur du Figaro, il a voté pour Giscard, s'est battu vraiment pour tous les disparus français qui étaient quand même plutôt des gens de gauche. Il faut savoir que le gouvernement français a fait peu, parce que c'était des jeunes aux cheveux longs, étudiants et un peu gauchistes, et le gouvernement français n'a pas du tout bougé. Mais le gouvernement français a bougé quand il y a eu 2 religieuses qui ont été tuées par les militaires argentins. Et là, quand il y a eu les 2 religieuses, alors là, il y a eu un tollé en France, effectivement, beaucoup plus important. Mais quand c'était des jeunes comme Yves Domergue, quand même très marqués à gauche, le gouvernement français n'a pas fait grand-chose. Et ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, Jean Domergue, monsieur très conservateur, s'est vraiment battu pour tous ces jeunes. Et je tiens à souligner que vraiment, c'était un monsieur de droite à l'époque, mais la droite humaniste qui jamais aurait toléré effectivement l'extrême droite. En tout cas, il y avait quand même une frontière à l'époque, et c'est bien de rappeler que maintenant, c'est beaucoup plus poreux, en tout cas en France, mais qu'à l'époque, il y avait encore des gens de droite qui étaient des gens humanistes et qui savaient se battre pour des nobles causes, ce qui est peut-être moins le cas maintenant, en tout cas. Et puis le 3e épisode, c'est vraiment un épisode charnière, puisque là, on se balade dans toute l'Argentine, puisqu'il y a eu vraiment le dénouement et vraiment des personnages très importants. C'est comme dans une enquête, il y a vraiment le commissaire et puis les personnages annexes, et puis le 4e qui est vraiment pour refermer le sujet sur la mémoire et surtout sur la situation actuelle donc en Argentine. Voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui a emmené Yves justement en Argentine ? C'est quoi son parcours en fait ? Parce que c'est ses origines ou c'est son militantisme ? Alors, c'est vrai qu'on le dit rapidement au début. En fait, c'est la famille Domergue qui est partie s'installer en Argentine. Le père a eu besoin de travailler, il a eu une opportunité de travail, donc ils sont arrivés dans les années 50 jusqu'au milieu des années 70. Et puis ensuite, le père, là encore pour des raisons professionnelles, a décidé de repartir avec sa famille. Et il y a uniquement le frère aîné qui est resté, donc lui qui s'est senti vraiment argentin et surtout investi d'une militance. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi, à l'époque, ils étaient très marqués par Che Guevara. Enfin, il m'a raconté un peu, Éric, c'était vraiment en Amérique latine, il y avait un bouillonnement, etc. Donc l'Argentine était quand même un pays très instable politiquement, et le coup d'État, c'est vrai, qui a été annoncé. Mais c'est vrai qu'il y avait des turpitudes politiques pendant toutes ces années 70, avant 76, et ce qui donnait envie aux jeunes de s'engager. Donc il est resté vraiment pour sa militance, mais les autres sont repartis, toute la famille est repartie sans jamais retourner. Et il n'y a que Éric qui est revenu un petit peu en Argentine. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en fait c'est vraiment le père et la mère qui ont emmené les enfants dans les fins des années 50 en Argentine pour bosser en fait. Il n'y a pas de raison. Et puis les militaires dont tu parlais français, qui ont formé en fait. Oui, alors là, ça c'est sûr qu'après la guerre d'Algérie et dans ces périodes, il y a beaucoup de militaires français. Et il y a un très très bon livre qui a été écrit par Marie-Annick Robin, donc une journaliste française, qui a écrit un livre qui s'appelle Escadron de la mort, l'école française, et qui montre comment les militaires français savent exporter malheureusement leur savoir-faire, et notamment sur le terrain sud-américain. Il faut savoir que ça s'inscrivait dans ce qu'on appelle la guerre sale, qui était soutenue aussi par la CIA, puisque les Américains ne sont jamais bien loin. La guerre sale, c'était évidemment de soutenir l'extrême droite. Ça a été le cas en Colombie, au Paraguay aussi avec Stroessner, en Chili, contre le communisme. C'était on soutient l'extrême droite, évidemment, pour pas que le communisme s'installe, ce qui a fait effectivement les beaux jours des dictatures sud-américaines telles que la junte militaire de Videla. Y a-t-il des guerres propres ? Oui, c'est ça. Mais là, effectivement, pour l'Amérique du Sud, ils ont appelé ça l'opération Condor, et le concept de la guerre sale, qui était de faire disparaître les opposants systématiquement. Est-ce qu'il y a eu des attaques contre des ambassades ou des consulats
par exemple, contre des gens qui cherchaient refuge dans ces lieux-là à cette Alors, époque. des attaques de la part de... En fait, c'est des militaires du régime à l'époque. Est-ce qu'il y a eu des attaques contre des gens qui fuyaient la dictature dans les ambassades ou dans les consulats? Non, ils n'ont pas été jusque-là. Alors, ce qu'il faut savoir, là aussi, pas être manichéen, il y a eu aussi des mouvements de guérilla d'extrême gauche qu'on a appelés les Monteneros dans le nord de l'Argentine. Il y a eu des attentats faits par l'extrême gauche, etc. Mais ce que dit souvent le Jean Domergue, j'ai entendu certains documents, il disait, bon, ok, même si mon fils a fait des choses délictueuses, illégales, etc., il mérite d'être jugé, un état de droit, mais doit juger, et non pas faire disparaître, ou en tout cas tuer les gens. Mais il n'y a pas eu, contre les ambassades, il n'y a pas eu vraiment ce type de choses. Mais ce qui est le cas dans ce type de dictature, c'est que beaucoup d'opposants politiques ont été enlevés, donc torturés, enlevés, on les a fait disparaître, mais évidemment, il y a toujours des gens qui prennent prétexte de ces moments-là pour se venger du voisin, de la voisine, enfin voilà, il y a des délations, etc. Donc il y a eu plein de gens, et le témoignage de Sandra que j'ai mixé exprès avec la voix du général Videla, parce qu'on a voulu faire ça exprès, c'est-à-dire Videla, c'est l'ordre, c'est la morale, c'est la religion, et cette jeune fille qui est dans la rue et qui se fait arrêter par les militaires alors qu'elle va juste acheter une bague, c'est pour juste expliquer que vous étiez dans la rue, il y avait des militaires qui passaient, vous n'aviez pas vos papiers d'identité sur vous, vous pourriez vous faire disparaître et enlever. Donc c'est pour ça, on voulait vraiment avoir cette voix, ce formalisme, cette voix de Videla. C'est un document qui est très facile à trouver sur YouTube, où vous le voyez en costume, en uniforme militaire, et qui dit, voilà, l'Argentine maintenant c'est l'ordre, c'est la morale, c'est la religion. Et en même temps, ces jeunes qui passent dans la rue, elle va juste acheter une bague, la pauvre gamine, et elle est à 2 doigts de se faire enlever. Donc voilà. Mais pour répondre à ta question, contre les ambassades, je ne sais pas s'il y a eu directement des attaques contre les ambassades, pour le coup. D'autres questions ? Moi, c'était plus une question sur le format, parce qu'en fait, ce récit il est incroyable, tu aurais pu en faire un livre, tu aurais pu en faire de la vidéo. Pourquoi, du coup, tu es parti sur de l'audio et sur des podcasts ? Alors moi, je viens de la radio, j'ai fait ma carrière à Radio France, donc c'est vraiment un média que j'adore. Je trouve que c'est le média, surtout dans une société dominée par l'image, qui peut être des fois un peu intrusive. Je trouve que le podcast, c'est génial. Je pense que j'ai fait les deux, j'ai fait un peu de télé à Nantes, sur une télé locale, et très honnêtement, alors j'aime pas utiliser ce terme, mais obtenu des résultats beaucoup plus probants en termes de qualité, en tout cas de force de témoignage en radio qu'en télé. Le dispositif télé, pour moi, est plus intrusif, ne serait-ce que la distance que vous avez avec les gens, alors qu'on est tout près de la personne quand on fait un podcast. Et les gens, ils se livrent plus facilement. Donc pour moi, le format radio, c'était évident. Laurent Nessensas, dont j'ai parlé au début, a fait une installation d'art plastique qu'on a présentée au Festival des Arts Numériques de La Rochelle. Donc là, il a fait avec des écrans télé qu'il a mis en rond, et pour simuler le parcours, en tout cas le mouvement que faisaient les femmes de la place de Mai. Donc on a fait une installation d'art plastique, qu'on aimerait bien d'ailleurs essayer de présenter ailleurs. Et il a fait beaucoup de photos, puisqu'il m'a accompagné sur ce projet. Il est photographe à l'origine, il a fait de très belles photos, et on voudrait faire un webdoc où on voudrait donc mettre des photos. Il y a des photos vraiment terribles, notamment dans les centres de torture, à l'ESMA, etc., avec des extraits de sons et d'interviews. Donc, on voudrait faire une espèce de format un peu hybride. Mais là, ça a été un gros travail. Moi, je bosse en même temps. Et donc, ça a été un gros travail cette année. Ça m'a pris un temps quand même important. Donc, le format, je trouvais que des épisodes de 25 minutes, c'était pas mal. Voilà. Puis, la radio, je trouve que c'est le meilleur support, en fait. Encore des questions, des réactions peut-être ? Voilà. Voilà, on va pouvoir suivre les 4 épisodes. C'est ça, c'est pour ça que j'ai rien trop dit sur voilà, les autres. Très bien. Vous inciter, absolument, voilà, comme ça maintenant on a faim d'aller voir. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura d'autres choses ou ça s'arrête là ? En général, moi, j'aime bien passer à autre chose. Ça m'a pris beaucoup. À un moment donné, j'en rêvais. Ça a été un peu, des fois, difficile parce que, je vous dis, je suis allé quand même visiter le laboratoire d'anthropologie médico-légale là-bas, où j'ai fait des interviews devant les restes de disparus. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez plombant.
Et puis dans les centres de torture, enfin à un moment donné, à Noël et puis en février, là ça commençait vraiment. Donc je pense qu'il faut des fois passer un peu à autre chose. En ce moment, je suis un peu dans la diffusion. Alors le gros avantage que j'ai eu sur ce sujet, c'est que personne dans les médias français a fait quoi que ce soit. Très très peu. Il y a eu juste Mediapart, pour celles et ceux qui connaissent, qui a fait un petit sujet, et très peu. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de presse, en fait. J'ai eu un article dans Le Monde, j'ai eu un article dans Télérama, dans La Croix, etc. Parce que finalement, j'étais un des seuls, en tant qu'indépendant, à faire un vrai sujet sur ces commémorations, etc. Donc là, vraiment, il y a eu, mais je ne l'ai pas fait pour ça, mais il y a eu un alignement de planètes, ce qui fait que j'ai eu une bonne couverture presse. Et puis, j'ai la RTBF qui m'a contacté aussi. Donc l'émission sur la première, par Oui Dire, je pense que vous connaissez peut-être. Donc voilà, qui m'ont contacté pour le diffuser. Et puis Blast aussi, le média Blast en France. Mais il y a eu assez peu de choses en fait en France. Et c'est normal parce qu'il y avait la guerre qui se déclarait en Iran. Enfin bon, il y a eu plein de trucs au mois de mars, souvenez-vous. Enfin bon, voilà, l'Argentine, c'est il y a 50 ans. Donc il y a plein de gens qui s'en foutent un peu. Donc, ce qui fait que moi, je trouve que la boucle est bouclée, d'une certaine manière. Et puis, moi, je pense à d'autres sujets maintenant, très honnêtement. Oui, c'est un petit peu ça aussi que je voulais savoir, s'il y avait d'autres sujets. Bon, celui-ci est clôturé, un autre, parce que c'est... Alors, il y avait une autre opportunité, mais peut-être que c'est que dans les disparus français, il y a une femme qui s'appelle Anne-Marie Hérissé, qui a un parcours un peu particulier, qui a disparu à San Juan. Et elle, c'était une femme qui a connu très bien la jet set française, Georges Moustaki, etc., qui était mannequin et qui aussi donnait beaucoup de son temps auprès des pauvres dans les favelas argentins. Et il y a eu un livre sur elle. Donc c'est vraiment la deuxième. Et à un moment donné, on a failli faire aussi un sujet là, sur elle. On s'est dit, on va à San Juan. Et puis après, on s'est dit avec Laurent, non, on va pas se perdre. Yves Domergue, c'est déjà suffisamment fort. Si on commence à parler d'une autre personne. Et après, on s'est posé la question. On s'est dit, ça va nous donner l'occasion de retourner en Argentine, déjà. Et puis d'aller à San Juan, de voir d'autres gens et tout. Puis je crois qu'on a abandonné un peu l'idée parce que c'est un peu lourd et puis on va passer un peu à autre chose. C'est quand même un peu plombant comme sujet. D'ailleurs, j'espère que je ne sais pas trop plombé la matinée. Merci pour ce podcast. Est-ce que, donc j'entends que tu dis qu'il est clôturé, mais est-ce qu'il a vraiment été produit uniquement pour l'audience francophone ou est-ce que l'idée de le traduire, est-ce qu'il trouverait une audience en Amérique latine Eh ben oui, en fait j'ai demandé à Eric, donc on est devenus copains maintenant, enfin il nous a accordé vraiment sa confiance, on veut m'accorder sa confiance, on est toujours en contact sur WhatsApp sans arrêt, il m'a dit ok, je le traduis, c'est-à-dire que lui il traduirait sa voix en espagnol, en argentin, et puis il faut que je refasse toutes les traductions. Alors vous avez entendu Anna Maria, et puis il y a d'autres personnes qui parlent aussi en argentin dans les autres épisodes, donc j'ai mis juste une traduction française, donc il suffirait de l'enlever. Il faudrait que je refasse toutes mes voix, et il faudrait que Eric se traduise. Alors il a dit oui, je vais proposer, et effectivement, pour l'Espagne et pour toute l'Amérique latine, ça pourrait être intéressant. Je suis en réflexion, parce que c'est encore pas mal de boulot, peut-être, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. J'ai une autre, merci, j'ai une autre question. En tout cas, bravo pour tout le travail d'habillage aussi. Il y a une grosse partie d'habillage sonore, etc. Je me demandais de ce côté-là, qu'est-ce qui a conduit les choix parce qu'on a parlé du format podcast. Moi, je me disais, tiens, t'es journaliste, t'aurais pu faire du live, en fait, t'aurais pu être dans une émission où... Et tu as plutôt choisi le podcast. Là, il y a le pourquoi ou quelle différence avec l'émission en live. Et puis, dans le podcast, tout l'habillage. Qu'est-ce qu'il y a... Alors, à la fois, je pense que ça doit être la même chose en Belgique pour les podcasteurs indépendants. Moi, je suis... maintenant, j'enseigne en école de journalisme, en école de communication. J'ai quitté Radio France. Donc là, vraiment, je fais des sujets qui me plaisent ou que je trouve important de faire en tant qu'indépendant. Donc vraiment, j'avais aucun financement, absolument rien. Ça m'a coûté de l'argent, voilà, et je suis content de l'avoir fait. Mais pour l'instant, ça m'a rien rapporté du tout. Après, ça me légitime en termes de journalisme, parce qu'effectivement, les écoles de journalisme qui me font appel à moi disent « Ah oui, quand même, on a des intervenants qui savent bosser, ou en tout cas qui font des choses. » Donc ça, c'est important. En termes de choix, par exemple, le travail sur la musique... Moi, j'avais jamais travaillé avec un designer sonore. Donc là, j'ai travaillé avec un designer sonore breton qui travaille beaucoup
pour des installations plutôt d'art plastique. J'avais jamais travaillé avec ce type de personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui faisais écouter, j'envoyais un épisode, et puis à lui de placer la musique, entre guillemets, ou voilà. Moi, je voulais pas mettre de tango. Il a mis la musique qui pourrait ressembler un peu à du bandoneon à un moment donné. Mais moi, je voulais pas, et à la fois de la musique non libre de droit, et puis mettre des trucs de tango qui font toujours à l'Argentine. Enfin bon, voilà, ça va 5 minutes. Et donc, je voulais vraiment plutôt travailler avec un designer sonore. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, nous, avec Capucine, qui est aussi la personne qui réalise avec moi, qui vient à la fin, on n'arrêtait pas de changer des trucs. Voilà, et donc, on lui renvoyait des nouvelles versions et lui, il mettait des sons partout. Donc, c'est nous qui avons enlevé, qui avons remixé derrière parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, non, Frédéric, dans un podcast, il faut que de temps en temps, ça respire, que les gens y parlent sans qu'il y ait rien derrière, etc. On n'est pas dans un film américain, donc il faut y aller tranquille. Et donc j'ai enlevé. Alors il était un peu déçu au départ et puis après il a compris parce que lui il n'avait jamais travaillé pour du podcast, il fait plus des installations d'art plastique et donc il était un peu vexé qu'on lui enlève des trucs de temps en temps. Mais je lui ai dit mais non regarde, il faut que ça respire, c'est une question de rythme, etc. Donc voilà, c'était un choix de travailler comme ça. Juste une remarque, le devoir de mémoire à géométrie variable, hein, pour faire référence à ce qu'on disait tantôt sur la mémoire et le devoir de mémoire. Oui, il y a une dernière question ici, je te passe le micro. Oui, il y avait deux aspects. Tu as parlé en Argentine. Moi, je parlais aussi de la communauté en France, Argentine. On va savoir s'il y avait eu des rencontres avec une diffusion de ton podcast. Et puis la deuxième question, c'était aussi sur l'exploitation éventuellement pédagogique dans le domaine de l'enseignement en histoire. Donc avec des profs d'histoire où là ça peut d'espagnol aussi, voilà, ça peut être transversal en fait, pluridisciplinaire en fait dans cette approche-là. Moi je travaille un peu comme ça, j'aime bien des pistes où le podcast il peut aussi devenir un objet et être saisi par des enseignants et être un point d'ouverture du programme en histoire en fait là-dessus et être saisi par des enseignants. Alors pour répondre à la première question, la communauté argentine en France, alors j'ai réussi à la toucher grâce à Brigitte Domergue. Alors vous entendrez beaucoup, pour celles et ceux qui vont écouter, Brigitte, ma sœur Brigitte, etc. Et ma sœur Brigitte, début mars, c'était genre 20 jours ou 24 jours avant le lancement du podcast, on n'arrêtait pas de l'entendre et Capucine qui faisait le mixage me dit « Mais attends Brigitte Domergue, il faut qu'on l'entende à un moment donné là. T'en parles tout le temps, il en parle tout le temps, Eric. » Donc j'ai envoyé un petit message à Eric sur WhatsApp. J'ai dit bon, ta sœur là, on peut la voir, elle habite à Paris, etc. Donc j'ai fait l'aller-retour dans la journée et j'ai pas regretté parce qu'on l'entend très peu. Mais ce qu'elle dit à un moment, c'est vraiment super. Et vraiment, c'était super chouette. Et elle est mariée avec un Argentin et elle milite beaucoup en France avec la communauté argentine. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'elle. Et elle le diffuse beaucoup auprès de la communauté argentine. Voilà, donc c'est elle un peu mon contact. La famille Domergue est très, en tout cas, Brigitte et Eric, ce sont vraiment des gens qui bougent beaucoup pour la mémoire des disparus. Et Eric fait beaucoup d'interventions dans les écoles en Argentine. Mais même en France, il est allé dans une école à Paris qui s'appelle l'école Jean Mermoz et il y a une plaque en hommage à son frère, etc. Et il a fait pas mal d'interventions dans des écoles. Donc là, moi, le podcast, il y a des profs qui m'appellent. C'est open, hein. Ils le prennent et ils le diffusent. Moi, j'ai été fort touchée, et je le suis encore. Mais est-ce que tous ces témoignages, est-ce qu'ils font de sorte que l'humain change? Est-ce que ces témoignages ramènent à la paix ou est-ce que ça ramène encore à plus de colère et plus de massacres? Parce que moi, chez nous, je suis araméenne d'origine et j'entends dernièrement aussi beaucoup parler du génocide araméen. Mais où est-ce que ça nous amène? Est-ce que ça nous conduit? Parce que moi, j'ai plus envie d'entendre ça, en fait. J'entends beaucoup de chez nous, les Araméens, oui, ils ont été massacrés. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi je vais rester dans cette tristesse ou dans cette colère ou dans cette haine envers tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un moyen de switcher et d'aller vers la paix, vers l'amour? Pourquoi ils se sont manifestés? Voilà.
Justement, le travail de mémoire, on en fait évidemment ce qu'on en veut, mais Eric est resté en Argentine, il n'a pas de haine. Parce que moi, une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais t'es resté quand même dans le pays dans lequel tu as vécu toutes ces difficultés, ton frère, etc. Et non, lui, ce travail de mémoire, c'est aussi pour justement qu'on aille vers autre chose, qui est d'en faire un travail positif. L'idée, et je trouve que la démarche d'Eric, elle n'est pas dans le pathos, il se plaint jamais, il a beaucoup d'élégance, vous l'entendrez quand il parle de son frère, de cette période-là, il n'y a vraiment pas de haine, voilà. Il est journaliste de profession aussi, Eric Domergue, qui travaille pour la télévision et la radio argentine, et je trouve que voilà, c'est tout à fait ça, il faut se l'approprier mais pas rester figé, etc. Ouais, c'est dire ça existait, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, plutôt dans cet esprit-là, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup. On va clôturer si vous le voulez bien. À vous. Merci Vincent, beaucoup. encore un tonnerre d'applaudissements.